C'est particulier au monde du service, notamment dans nos mondes des agences, puisque la rétention qu'on a de nos clients, elle n'est pas liée à une tech, pas liée à des contrats à long terme, elle est plus liée à des personnes et à des talents. On ne pose pas la question d'ailleurs si vous connaissez des gens qui vendent autour de vous, combien t'as vendu ? Parce qu'il y a plein de gens qui disent on s'est fait racheter par telle boîte, mais en fait quand on creuse c'est à la barre du tribunal, donc en fait t'as rien vendu du tout. Moi pendant ces 8 ans, merci à eux, j'ai évolué et j'ai eu la chance de mes 28 à 34 à être 4 dirigeants d'un groupe international, quoi, en ne parlant pas anglais. Salut Maxime. Salut Julien. C'est la deuxième fois puisqu'on avait un petit couac sur les 2-3 premières minutes. Donc c'est les aléas, c'est comme ça. C'était pourtant les meilleures minutes. C'était les meilleures minutes, je le cache pas. Bon, tu nous as dit que tu avais eu la grippe et tout, on va pas la refaire. Parce que sinon ça n'a plus la même spontanéité. Exactement. Mais je disais surtout que je t'avais connu il y a entre 15 et 20 ans dans le monde du digital. Exactement. À l'époque, tu étais associé dans une grosse boîte de com, qui était la plus grosse de Toulouse, je pense. Oui. Com digital, qui s'occupait notamment de la com du TFC, Aéroport de Paris, si je dis pas de bêtises. Exactement. Toi, t'as la mémoire qui est... Ouais. Le monde du digital quand même, à Toulouse. Voilà. Et donc, tu as eu, je disais, une vie avant, une vie après, et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On va parler de ta vie d'entrepreneur. Exactement. Et d'investisseur aussi, parce qu'en tant qu'entrepreneur en France, il y a une nécessité assez forte de préparer aussi une retraite différemment d'un salarié, par exemple. Oui, exactement. Donc, oui, effectivement, je m'appelle Maxime, 39 ans, 40 ans l'année prochaine. Aveyronnais, on en parlera, la notion de construction et de transmission, j'allais dire ça tout à l'heure, de patrimoine, c'est hyper important pour moi. Ouais. J'ai une impression de beaucoup de choses que je peux faire, je ne les fais pas pour moi, mais pour la suite. C'est un truc des gens qui viennent d'origine paysanne, on pense aux autres. Alors ça ne veut pas dire qu'on est les gens les plus généreux de la Terre, pas du tout, mais c'est surtout qu'on est ancré dans le temps long. Et on comprend qu'on est de passage et qu'il faut préparer quelque chose. Moi, j'ai obtenu des choses de mes parents, alors pas grand-chose au sens monétaire du terme, mais en termes de valeur. Et moi, j'essaie de continuer à perdurer le truc et préparer quelque chose pour mon fils. Et puis voilà. Ok. Effectivement, c'est connu. Xprime, toi, effectivement, tu étais dans une boîte à l'époque qui marchait bien. Qui a eu marché bien. Qui a eu marché. C'est parce que t'es parti. Ouais, c'est ça. Non, moi, mon parcours est très simple. Je viens d'une famille, pas pauvre, mais classe moyenne basse, j'ai envie de dire, avec un parcours où les parents besogneux, voilà. Et c'est assez marrant parce que je le vois aujourd'hui, mais moi, on m'a pas expliqué que les grandes écoles, ça existait. Parce que quand tu habites en Aveyron, les grandes écoles, on sait même pas ce que c'est, des prépas, machin. Donc, j'ai pas fait tout ce parcours d'excellence que j'ai regretté par la suite parce que finalement je pensais en avoir les capacités et j'ai pu le démontrer parce que j'ai passé quand même des concours après que j'ai eu. Et un jour, pour ceux qui sont du sud-ouest qui connaissent, mon école, mon lycée m'amène à Parcoursup ou InfoSup, je sais plus, à Toulouse. C'est un gros salon et là je découvre le monde merveilleux des écoles de commerce post-bac, parce que n'ayant pas fait de concours, je ne pouvais pas prétendre à aller en faire une prépa et aller en grande école. Donc je suis rentré, j'ai fait un concours à l'EGC Toulouse, dans l'EGT Rodez, école de gestion commerce de Rodez, qui appartient au réseau des CCI. Et je passe le concours et je sors en tête ou major, je ne sais plus exactement. Et monsieur Marty, donc je me souviens très bien de ce monsieur qui est aujourd'hui maire de Decazeville et qui a régulièrement de mes nouvelles, alors qu'on s'est vu que 2 heures dans notre vie. Ah ouais. Assez marrant. Et j'ai d'ailleurs bossé avec son fils après, c'est une drôle d'histoire. Il me convoque avec ma mère, il me dit écoutez, il ne faut pas qu'il vienne chez nous, il faut qu'à minima il parte à Toulouse. Et donc me voilà parti à Toulouse, ça a d'autres contraintes monétaires, parce que quand on est aveyronnais, il faut un appart. Voilà, donc là, j'ai eu des bourses, donc je suis un pur produit de la République, c'est pour ça que je paye rubis sur tous mes impôts. Donc grâce aux bourses de la République française, j'ai pu faire des études supérieures. Et j'ai fait ce qui est devenu le bachelor de l'ESC Toulouse, donc École supérieure de commerce de Toulouse, en bac plus 3. J'ai voulu continuer, mais j'avais pas les sous pour payer un master. Alors j'avais le niveau, mais je pouvais pas me payer le master. Et donc j'ai voulu continuer. Donc j'ai fait un management à l'IAE Toulouse, qui ne s'appelle plus IAE Toulouse maintenant, qui s'appelle Toulouse School of Management. Ouais, j'ai mis pair avec tout le TSM. Ouais, TSM, exactement. Ça s'est bien passé, mais j'étais plutôt le mec qui faisait un peu le mariole en cours. J'avais certaines facilités, ce qui faisait que, en école de commerce, on ne va pas se cacher, c'est pas le bachotage qui paye, donc on peut se permettre de faire la fête et voilà. Et donc je m'ennuyais, et c'était l'époque, c'était dans les années 2000, où on était à la deuxième vague du web. La première, c'était les startups, tout était écroulé dans les années 2000. Moi, j'étais en 2002-2003, et là, j'ai lancé un blog
Pourquoi j'ai lancé un blog ? Parce que déjà, j'avais été attiré depuis tout petit par le monde du web. J'avais monté des business à l'époque, des CD gravés, des DVD gravés. Tout le monde a fait ça. Enfin, toute ma génération qui a entrepris, je pense qu'ils ont tous vendu des CD et des DVD piratés. C'est vrai, à des copains. À des copains, je pense que c'était... Et moi, même à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la 4e de couve, je crois que c'est la 4e de couve, des télé 7 jours que mes parents achetaient, on avait tous des Nokia 3310 et il y avait le business des logos de téléphone. Et moi, j'avais... Des logos de téléphone ? Oui. Ah, ça me parle pas, ça. Ah non, mais pas. Donc, tu avais le Nokia et quand il était en veille, tu pouvais personnaliser ton Nokia avec des visuels. Et moi, j'avais lancé un business de logo de téléphone, c'est-à-dire que je téléchargeais, je récupérais la 4e de coupe télé 7 jours. Et comme en fait, l'écran était très pixelisé, par pixel, je reproduisais les images. Et ça se vendait, fallait envoyer un SMS surtaxé au 33 machin, et c'était 1,50 €. Et moi, dans la cour d'école, je le vendais à 50 centimes, le même logo. Donc, j'ai fait un carton avec ça. Enfin bref, j'ai fait des business dans le web, et donc du coup, j'étais rentré là-dedans. Ouais. Et venant d'Aveyron, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout de réseau, je connaissais personne. Déjà, quand tu arrives d'Aveyron et que tu viens à Toulouse, tu vois que tu es habillé différemment. Enfin, tu n'as pas les codes, voilà. Et je me suis dit, la meilleure façon de choper les codes et choper le réseau, c'est de le faire. Et donc, j'ai créé un blog qui s'appelait Petite Viendra Grand, dont l'objectif, déjà, à cette époque, c'était de créer une boîte. Et donc, Petite Viendra Grand, ça faisait PDG, il n'y avait rien en RefNat. Et je faisais du podcast, sans savoir que c'est du podcast. Et j'allais à la rencontre des chefs d'entreprise de la région pour tout simplement discuter avec eux. Et j'avais très vite compris que l'ego était un levier important chez les entrepreneurs et entrepreneuses. Et quand on les appelait en disant « Bonjour, je suis un média », ils vous recevaient. Tandis que quand un petit gars de 20 ans, « Bonjour, est-ce que je peux venir voir ?» il ne te reçoit pas. Alors, personne ne me demande des stats d'audience et autres. Et donc, j'ai lancé ce blog qui a plutôt bien fonctionné. À l'époque, on parlait de la révolution des blogueurs. J'ai connu pas mal de monde, des Greg Pouy, des Corben, des Eric de Presse Citron, et voilà, des Fubiz, enfin tout. Que des geeks, d'ailleurs. Tout le monde. À la base, que des Cédric Georgie à Toulouse, pour ceux qui connaissent. On s'est connus là. On avait créé Blog sur Garonne. On avait fait pas mal de trucs autour de ça. Et j'étais invité par le MENEF comme blogueur pour suivre les universités d'été. On a fait pas mal de trucs et c'était hyper cool. Et un jour, j'ai la Caisse d'épargne qui m'appelle et qui me dit, écoute, il y a un sujet qui est en train de percer en France, qui est le sujet de l'entrepreneuriat. Parce que là, on s'en parle aujourd'hui, mais on parle Startup Nation et compagnie. Mais il y a 15 ans, c'était la préhistoire chez nous. La notion d'être entrepreneur et qui est devenue aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde veut être entrepreneur. C'est drama d'ailleurs, on a été un peu trop loin dans ça, mais ça n'existait pas à l'époque. Et j'ai la Caisse d'épargne qui m'appelle et qui me dit, écoute, on voudrait t'acheter ton contenu. Quoi, tu veux m'acheter mon contenu ? Et j'ai fait du portage salarial parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'auto-entrepreneur. Le statut n'existait pas. Et je ne pouvais pas créer une boîte comme ça ou facturer. Et donc, me voilà à 22 ou 23 ans à facturer du contenu. Et là, j'ai compris que le web, il allait se passer quelque chose. Donc là, eux, ils voulaient t'acheter du contenu régulièrement ou te racheter tout ce que tu avais fait ? Régulièrement. Ils m'achetaient 3 interviews audio, vidéo par mois pour nourrir un intranet. Et le but, c'était de diffuser ce contenu auprès des conseillers pros pour leur expliquer quel était le mood d'un entrepreneur. En fait. Pour une forme de formation au sens large. Je n'ai jamais compris si ça a vraiment marché, mais moi, j'étais content. Et pour la petite anecdote, je vendais mon contenu 250 €. Ce qui, pour moi, était une fortune. Ouais, carrément. Parce que je me faisais 1000 balles hors taxes par mois, plus ma bourse. Et je n'avais pas besoin de en écrivant 3 bouts de texte. C'était magnifique. C'est cool. Voilà. De là, j'ai rejoint une équipe qui est une boîte de contenu à Toulouse qui s'appelle Pinkanova. J'ai fait mon stage avec eux. Contenu vidéo. On a monté la boîte. Je suis assez vite parti parce que j'ai très vite vu que c'est vrai que tu avais monté Pinkanova, ça me revient. Enfin, je suis dans les mais aujourd'hui c'est porté par Laurent, Dany et Olivier et ils avaient déjà ce projet. Moi je suis arrivé en cours de route et j'ai fait mon stage de fin d'études, je suis resté un peu avec eux et après très vite j'ai compris qu'en fait c'était pas la créativité qui m'intéressait mais plus le média internet. Et dans le cadre de mon blog, j'ai rencontré François et David qui avaient créé Xprime, qui était une boîte qui avait déjà un peu pris. Et ils m'ont dit, écoute, viens bosser avec nous. Parce que tu as l'expertise, à l'époque on appelait ça le web 2.0. Tu as l'expertise qu'on appelle le web social aujourd'hui. Mais tu as l'expertise du web 2.0. Tu connais tous les blogueurs, entre guillemets, de France. Tu vas pouvoir vendre des OP aux marques. Parce qu'à l'époque, chaque marque voulait sa soirée blogueur. C'est la folie. Et on a créé une filiale d'Xprime qui s'appelait Xprime ID, qui était dédiée au web 2.0. Donc j'en étais le patron, ça s'est plutôt bien passé. Au bout de 3 ans, on faisait plus d'1 million de marge brute sur la boîte. Et je fais des shortcuts, mais on a eu pas mal de bonnes nouvelles. Et au final, on s'est rendu compte que le web 2 et le web, tout court, c'était du web en fait. Et donc on a fusionné les 2 boîtes, Xprime et Xprime ID, pour faire entre guillemets Xprime Group. C'est là où je suis remonté au capital et je suis devenu le 3e actionnaire de Xprime. On a développé la boîte et en 2014, on l'a vendue au plus gros groupe de com mondial. Il y a 4 majors, WPP, Publicis, Omnicom, Havas.
Nous, on l'a vendu à WPP, qui est le gros groupe anglo-saxon. Et ça s'est plutôt bien passé. On l'a vendu en 2 fois. J'ai fait 2 earn-out successifs 2 fois 4 ans. C'est intéressant que tu t'arrêtes sur, pour les gens qui nous écoutent, qui sont habitués à entendre de l'investissement immobilier. Le principe justement de vendre en plusieurs fois, de vendre avec un earn-out. Okay. Tu peux expliquer, peut-être détailler? C'est particulier au monde du service, et notamment dans nos mondes des agences, puisque la rétention qu'on a de nos clients, elle n'est pas liée à une tech, elle n'est pas liée à des contrats à long terme, elle est plus liée à des personnes et à des talents. Et donc, quand tu vends une agence de service, le mec, il t'achète un multiple de l'EBITDA. Donc du résultat. Voilà, exactement. On va simplifier. Des multiples du résultat que tu négocies. Et derrière, il te met une formule mathématique dont les Anglais, je suis devenu très fort en formule. Moi, c'était une formule qui était un mix entre le taux de croissance et la rentabilité. C'est-à-dire que c'est des gars, ils t'achètent, ils te disent, écoute, on veut que tu continues à croître, donc à faire du chiffre d'affaires supplémentaire, mais on ne veut pas faire du chiffre d'affaires pas rentable. Ouais. Donc, c'est à toi de bien piloter la boîte. Et notre multiple de sortie était basé sur une formule qui prenait en compte ces 2 facteurs, croissance de la boîte et rentabilité de la boîte. Donc, il fallait à la fois développer la renta et développer le volume, ce qui n'est pas évident. Hein. Parce qu'en général, on dit tu ne peux pas chasser les deux. Soit on dit tu veux faire une boîte en hyper-croissance, donc tu ne regardes pas trop ton résultat, tu bourrines. Soit à l'inverse, tu coupes tous les coups, tu dis maintenant je veux faire une boîte hyper rentable. Et faire les deux, moi, ça m'a fait devenir fou. Parce que souvent, les courbes se croisent. En fait. Et là, il ne faut pas qu'elles se croisent, il faut qu'elles montent toutes les deux en même temps. Exactement. De manière parallèle. Et c'est hyper dur, à la fois pour les entrepreneurs, mais aussi pour les équipes qui ne comprennent pas tous les tenants et les aboutissants. Parce que va expliquer à tes équipes qu'on ne va pas faire ça, parce qu'en fait, tu as besoin de faire du profit, parce qu'en fait, tu as ton multiple. Tu n'as personne qui te suit en disant attendez, les mecs, on va faire le meilleur multiple possible. Ça n'existe pas. Et donc, en fait, quand ils t'achètent, ils te payent en front, en début, un bout. 100%, ils te disent voilà, tu as un multiple qui est assez bas, x6, x7 de ton résultat. Et derrière, ils te disent en fonction des résultats à 4 ans, je te paye un complément. Et le multiple de ton résultat, ça sera en fonction de tes résultats. Ouais. Et donc là, tu cravaches. Pendant 4 ans, tu deviens complètement taré. 4 ans quand même. 4 ans. Et moi, j'ai refait 4 ans après. C'est long. Dans le monde des agences, quand tu as vendu, c'est long. Oui, après, tu vois, quand tu achètes une boîte en front, parce que quand on dit j'achète 6 fois, 7 fois, 8 fois le résultat, ça veut dire qu'il faut. Moi, je me mets toujours un pot de hacker. Ça veut dire que le mec qui t'achète, il fait un pari qui va mettre à minima à croissance égale 7 années pour retrouver juste son argent. Ouais. Donc moi, je comprends que le gars, il a envie quand même de te loquer à minima à 4 ans. Il te fait un chèque. Puis moi, j'étais pas malheureux. Moi, j'adorais mon métier. J'étais jeune, parce que moi, j'avais 28 ans quand on a eu ça. T'avais une pression un peu différente? J'avais une pression différente. Et puis, j'apprenais. Du jour au lendemain, tu te retrouves dans un groupe où j'allais reporter à Londres, défendre mes budgets. Moi, j'ai super grandi dans ce groupe. Aujourd'hui, tu m'aurais demandé il y a 2 ans, je t'aurais pas dit la même chose. Mais avec le recul, ils m'ont fait grandir incroyable. Mais tu te retrouves quand même dans un statut différent. Parce que tu te retrouves salarié d'une boîte qui n'est plus la tienne. Oui. T'étais le seul à rester ou les 2 autres? Alors, David, qui était l'actionnaire majoritaire, il est parti tout de suite. Après, on avait des actionnaires minoritaires, mais ils sont partis également. Mais je suis surtout resté avec François, avec qui on a fait le 2 earn-out, qui est lui passé président. Et on était tous les deux à tenir la règle. Donc vous avez tous les deux, vous êtes restés tous les deux, mais vous n'avez plus le même statut. Parce que du coup, vous devenez salarié d'un grand groupe. Il faut aussi qu'ils te donnent les moyens d'atteindre tes résultats, j'imagine. Parce que toi, tu dis, ok, je vais faire ci, ça. Mais si eux, ils te coupent un peu l'herbe sous le pied ou qui changent un peu de direction ou tu vois, qui te laissent pas faire comme toi, tu sais faire et que tu as envie de faire, comment ça se passe? Alors, c'est déjà, quand tu fais un deal comme ça, dans le contrat de vente, il y a des décisions qu'ils ont le droit de prendre, des décisions qu'ils n'ont pas le droit de prendre pour pas justement que tu sois embêté à faire ton earn-out. Premier point. Ensuite, les anglo-saxons, ils sont assez bons. C'est plus ta boîte, mais ils aiment bien te faire croire que c'est encore ta boîte. Parce que quand tu penses que c'est ta boîte, même si c'est plus ta boîte, tu bosses pour eux. Et ça, tu t'en rends pas compte. Et moi, le truc qui est... T'as l'impression de bosser pour toi aussi. Oui, au final. Alors que pas du tout en fait. Parce que certes, tu as un multiple sur les bidas, mais en fait, c'est eux qui embauchent la bida. Et en gros, tu te défonces. Et moi, j'avais un pouillème de la valeur que j'arrivais à générer pour eux. Mais ça, tu l'oublies. Et ils sont très forts. Et moi, pareil, le truc qui m'a marqué, donc on se fait acheter. Donc effectivement, on devient salarié, 4 des gens salariés, on y reviendra. Et les mecs, ils t'augmentent. Et ils ont tout intérêt. Et en fait, quand tu raisonnes, surtout en France, il vaut mieux payer un mec très cher, que ça charge la boîte avec des charges sociales, etc., plutôt que de payer un multiple de l'EBITDA sur le renta. Parce qu'eux, ils payent moins cher, en fait.
Et donc, mais quand t'as vendu et que les mecs ils t'augmentent, tu dis mais attends, c'est le meilleur mec du monde. Et en fait, ça a le double effet qui se coule. T'es augmenté, t'es content, tu bosses comme un âne. Et en fait, quand tu fais les calculs, il suffit de tomber l'Excel, mais tu le fais pas parce que t'es pas dans ce mood-là. Et en fait, les mecs sont très forts. Et d'ailleurs, maintenant, c'est devenu un de mes adages, c'est que je veux plus. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, mais c'est une image. Ceux qui nous écoutent, j'espère que vous comprendrez. C'est que je veux plus être le salarié ni le gérant. Je vais être le propriétaire. Ouais. Et il y a vraiment des notions différentes. Le gérant, j'ai été gérant d'une boîte que j'avais vendue. Donc propriétaire, tu dis actionnaire passif. Plus passif. Passif, ou surtout c'est à moi. Quoi. Parce qu'un gérant, tu peux mettre des gérants, c'est-à-dire des gens qui gagnent très bien. Ah oui, quand tu dis gérant, c'est des gérants vraiment pas actionnaires. Exactement. Okay. C'est quelqu'un qui retire de la valeur énorme de la valeur qu'il peut créer. C'est un super statut. Mais moi, je l'ai été quand tu vends ta boîte, tu deviens gérant. En fait, un earn-out, c'est quoi ? C'est pendant 8 ans, tu es gérant. Ouais, c'est ça. Avec un super variable. Voilà. Donc voilà l'histoire et donc ils ont tout intérêt à maintenir un espèce de rapport de force où ils te laissent faire, mais il faut pas non plus que tu grossisses trop parce que ça leur coûtera cher. Et donc c'est là où tu as des rapports de force qui se mettent en place, qui te font grandir. Pareil, quand ils t'achètent, ils disent regarde, nous on est WPP, on va faire des synergies, tu vas avoir plein de clients. Et une fois que c'est fait, ils n'ont pas vraiment intérêt à faire ça. Mais tu le comprends après, il n'y a rien de personnel là-dedans. Et c'est tout un truc qui te fait grandir, parce qu'encore une fois, moi je suis rentré dans le groupe à 28, j'en suis parti à 34. Et moi, pendant ces 8 ans, merci à eux, j'ai évolué et j'ai eu la chance de mes 28 à 34 à être 4 dirigeants d'un groupe international. Quoi. En ne parlant pas anglais. En ne parlant pas anglais. Dans l'Aveyron, vous n'apprenez pas l'anglais. Bah, je suis pas, du coup, j'ai demandé au groupe, ils m'ont envoyé, je suis parti vivre 5 mois aux US. Ah non, mais ils prennent soin de vous pour que vous restiez. C'était super. Okay. Mais bon, voilà. Et alors, quand tu vends ta boîte, là, au moment où tu vends, donc 8 ans avant, finalement, tu touches déjà une somme au départ. Exactement. Qu'est-ce que tu fais de cette somme ? Parce que c'est la première grosse somme que tu touches dans ta vie, finalement. Première, absolument. Déjà, je le disais tout à l'heure, compte tenu de... alors, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais premier truc que je fais, c'est que je finis de payer le crédit de la maison de mes parents. Okay. Alors, ce n'est pas un gros crédit, mais je suis parti d'un principe que tu ne peux pas être heureux ou avoir une certaine somme d'argent et à côté de toi, c'est chaud. Tu vois, humainement, je ne me vois pas aller à Noël, ça va, moi, ça va au top et vous bon, c'est un peu compliqué. Donc déjà, je fais ça. Ça aussi, tu as le statut perso, tu as le statut, t'as le statut pro, tu as le statut perso. Quand tu as fait ça, c'était le bon fils. Voilà. Vis-à-vis des parents. Ouais, exactement. C'est une manière de matérialiser. Tu vois, moi, mes parents, tu travailles dans le web, pardon. Qu'est-ce que tu fais en fait tu vois, je sais pas, moi, t'es menuisier, tu fabriques un truc, quoi. Toi, t'es toujours sur ton ordinateur, on comprend rien. Et puis, on a vu sur TF1 que... non, ok, ça matérialise, quoi. Et puis, à cette époque-là, j'avais déménagé, j'habitais à Paris. Et on va pas se mentir, quand mes parents venaient à Paris, j'avais beau avoir un appart rue des Dames, il faisait 56 mètres carrés. Donc, pour les Parisiens, ils se disent, waouh. Pour mes parents qui habitent dans une maison en Aveyron, j'étais dans une cage à lapins. Je voyais le jugement de mes parents en disant, mais attends, tu travailles pour ça mais on peut pas. En fait, ceux qui n'ont pas d'origine de province ne peuvent pas comprendre que c'est pas naturel pour des gens qui habitent à la campagne de voir des gens habiter dans des minuscules apparts à Paris qui coûtent une blinde. C'est pas entendable. Donc, ce que je fais, effectivement, je mets de côté, classique. Et puis, à l'époque, j'étais pas aussi intéressé par les finances, entre guillemets, personnelles, parce que pour moi, mon premier levier d'enrichissement, c'était ma boîte. Donc, j'avais fait ce qui est logique, souvent, pour les entrepreneurs. Exactement. Parce que quand tu dis tu mets de côté où ? Comment ? Déjà, je remplis mon livret, tu vois, des trucs classiques. Et là, je commence à faire un peu d'IMO. Alors, pour 2 raisons. Parce que une fois que tu as fait tes livrets et que, pareil, toi, tu y participes avec Money3, avec, tu fais partie, pour moi, la même génération des Mounir ou autres qui éduquent. Mais ça, c'est nouveau. Pareil. Moi, j'ai pas eu d'éducation sur le pognon, quoi. Comment gérer de l'argent en plus, quand tu es boursier, si tu veux, c'est pas un sujet. Tu es dans la pyramide des trucs qu'on t'apprend à gérer ton argent. Déjà, commence à essayer d'en avoir et puis on en rediscute après, quoi. Et pourquoi je fais l'IMO ? Parce que je m'aperçois que c'est quelque chose que j'aime bien par rapport à mes valeurs. Tu n'as pas l'impression de dilapider ton argent. Jamais t'es le mec à aller en boîte, à cramer des trucs. Impossible pour moi. C'est pas possible, donc je peux pas faire ça. Et donc, tu as l'impression de créer de la valeur tangible. Et moi, c'était important pour moi. Et deuxième point, tu l'as dit, j'étais devenu cadre dirigeant salarié d'un grand groupe. Et là, bingo loto, quoi. Tu vas voir, les banques t'ouvrent les portes. Mais là... 28 piges, CDI, 4 dirigeants, vous avez vendu votre boîte, vous avez un peu de l'apport, un bon salaire, un beau package, c'est l'autoroute du kiff. Bonjour monsieur. Et là, j'ai levé de la dette comme un porc. Pas la première année parce que j'avais peur. Ça aussi, j'ai compris que l'endettement est un truc de riche. C'est Patrick Drahi, j'ai lu sa bio qui explique que dépasser 100 millions d'euros de dette, c'est plus ton problème, c'est le problème de la banque.
Mais ça, je le comprends après. Parce que quand c'est un truc de... Pareil, classe populaire, t'as du mal à... Donc, t'as les gens qui prennent du Cofidis, se mettent dans la merde. Et puis, t'as les autres qui essayent d'avoir un zéro crédit parce qu'ils veulent rien devoir à personne, quoi. Et en fait, non, il faut emprunter. Et donc là, j'ai commencé à faire un peu d'IMO. Premier truc que j'ai fait, j'ai acheté un cellier, 15 ans, qu'il ne faut absolument pas faire. Cellier, donc c'est un lois, c'est pas un cellier, c'est pas une cave, hein, c'est un lois cellier. Lois cellier avec un prêt sur 15 ans, le truc qu'il ne faut pas faire. Tu vois, voilà. Lois cellier, donc à but de défiscalisation. Exactement, sur 15 ans, ce qu'il ne faut pas faire parce que la dette, voilà, je l'ai toujours, hein, d'ailleurs je dois réarbitrer. Déjà qu'en général sur le neuf comme ça, des fiscs, les rendements ne sont pas terribles, si en plus tu as une grosse mensualité, effectivement. Mais tu avais les moyens de le faire, donc c'est pour ça que ça t'a pas... Non, oui, mais bon, avec le recul, j'aurais pu en faire peut-être 2 plutôt qu'un à bloc, voilà, tu vois. Et pareil, étant d'ici, j'ai fait qu'à Toulouse. Voilà. Ça, c'est la connerie que j'ai pas faite par rapport à d'autres, c'est d'acheter dans des villes que tu connais pas, je ne vais pas juger, mais des Angers, des trucs où tu mettras jamais les pieds et on te vend un truc. Non, moi, à chaque fois, je me déplaçais, mais pas parce que j'ai lu qu'il fallait le faire. C'est mon bon sens paysan qui disait, attends, on a acheté un truc et de mettre un pied, je vais voir ce qu'on veut me vendre, quoi. Et donc, j'ai acheté de l'hypercentre et du centre toulousain, que j'ai toujours. Et l'objectif, c'était moins de me créer un patrimoine, mais plus que de me dire, aujourd'hui, OK, tu peux lever de la dette, et en plus, tu es ultra fiscalisé. Va chercher de l'économie d'impôt. Voilà. Et donc là, j'ai chargé la mule et j'ai levé de la dette pour faire ça, pour commencer à structurer. Assez vite, j'ai compris que c'était rigolo. Moi, ça me plaisait beaucoup. Du coup, j'ai fait quelques années après un Pinel avec un copain en direct. J'ai vécu, ça c'est le côté entrepreneur, ou par télémarge. Donc quand tu achètes à des promoteurs via des intermédiaires, là, c'est la cata. C'est quoi le projet en direct ? Alors, le projet en direct, c'est qu'on a acheté un petit immeuble avenue de Muret, à Toulouse, tu vas connaître, à côté, au bord du... On a toujours du cul, mais c'est pareil. Hein. Je pourrais te dire que c'était prévu. Moi, le tram y est passé à 50 mètres, mais on ne savait pas. Voilà, gros cul. Mais ça, c'est l'hypercentre. C'est-à-dire que l'emplacement est important parce que intrinsèquement... Là, on est dans ton studio, la rue, là. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Voilà. Oui. Mais il y a 4 ans ou 5 ans, quand nous, on a acheté... Et tu ne peux pas le savoir. Bon, on ne savait pas. Mais a priori, quand tu achètes dans du centre de grande ville, et a fortiori des villes très dynamiques, les chances que ça se développe, tu vois, mes bureaux à Dupuis, j'ai acheté, j'ai même pas fait gaffe qu'il y a l'INSEE qui allait passer à 200 mètres. Et boum, bon, voilà. Mais parce que tu achètes centre-ville, donc il se passe l'aménagement urbain qui fait que ça pousse, et qu'en fait, il y a une force qui va dans ton sens, quoi. Et donc, on a acheté avenue de Muret, c'est un copain à moi qui a commencé le projet, un immeuble tout petit de 3-4 lots, qui était insalubre impropre ou insalubre, les deux, à la mise en habitation. J'ai un terme, voilà. Et en fait, dans la loi Pinel, en fait, le Pinel, il y a du Pinel neuf et du Pinel rénovation. Et le Pinel rénovation, tu l'obtiens quand tu as rénové un bien, c'était à l'époque, je ne sais plus si c'est la loi, c'est toujours comme ça, quand tu as rénové un bien et qui était impropre à la location et tu l'as remis sur le marché de la loc avec un engagement de location de 9 ou 12 ans. Et donc, nous, on a fait ça sur l'ensemble de l'immeuble avec, en entrée, on a fait passer le bureau Veritas qui est venu certifier qu'effectivement l'immeuble était dans un état délabré. Et en sortie des travaux, on est venu certifier par le même bureau d'études. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut que le mec ait une norme qui va bien. Comme quoi, désormais, on répondait bien aux critères techniques et du Pinel. Et du coup, on s'est auto-fait un Pinel. OK. Il y avait combien de logements, là ? 3. OK. Et j'en ai gardé un. Et mon pote, il en a gardé les autres et ça tourne toujours. Et là, c'est incroyable parce qu'en fait, tu es presque ton propre promoteur. Tu fais tout en direct. Et en plus, tu as la carotte fiscale. Et c'est aujourd'hui, à date, dans mes biens, c'est le truc qui dégage le plus de rentabilité. Parce qu'en fait, ça a bien été fait en direct. Quand on a des merdes, on sait exactement quel matériau on a mis et on suit le projet. Et voilà. Bon, après, rien de foufou, hein, c'est pas un empire immobilier. Et que j'ai commencé comme ça à apprendre. Donc, j'ai fait ça. Après, j'ai fait un peu d'LMMP. Et petit à petit, t'expérimentes. Et le but, je voyais l'IMO à la fois pour construire une sorte de patrimoine dans le temps. Alors moi, j'ai jamais réussi, on pourra en parler longuement, il y a pas mal de podcasts sur comment être cash flow positif. Moi, je suis jamais cash flow positif, je le dis. Je sais pas comment le font les gens. Mais je préfère acheter plus cher en entrée et me dire, c'est bien placé. Et dans 15 ans, en fait, si je fais mes stats... 85 dans 20 ans, 15 ou 20 ans, 85% de la valeur du bien était payée par un locataire. J'ai payé une quote-part, mais qui est acceptable. J'ai levé de la dette et au final, c'est intéressant. Voilà. Ouais, carrément.
Et c'est plus liquide aussi, si tu as besoin. À la sortie, souvent, c'est le cas des investissements qui sont à cash flow négatif, c'est qu'ils sont souvent plus liquides parce que meilleur emplacement et donc plus de demandes aussi quand même Ça, à la sortie. je te fais confiance là-dessus. Il faut que tu vendes pour savoir, mais Ouais. faut revendre. Ça, je sais pas faire encore. Ouais. Ça, T'as du mal? C'est le côté aveyronais, ça, du coup. C'est le côté plus, tu crées du patrimoine, tu construis et tu crois que ça te retient un peu de... Exactement. Ouais. Alors, sur le locatif, je vends pas. Sur le perso, j'en suis à ma 4e résidence principale. Où là, j'ai un rapport. Ça, c'est pareil. C'est la plus belle niche fiscale. Je le dis. Je crois qu'il y a une réforme qui va passer, mais Ouais, qui essaye de passer. Ouais. qui essaye de passer. Mais bon, là, le marché est beaucoup moins dynamique. Mais acheter et revendre des maisons principales nettes d'impôts, c'est incroyable. Ouais. À condition d'être souvent quand même dans les travaux. Parce qu'il faut que tu crées de la valeur. Ouais, on n'a rien sans rien. Ouais. Mais comme moi, j'aime ça, Ouais. entre guillemets, de faire des trucs. Donc, voilà. Ouais. Ok. Ouais, Donc, IMO. Ouais. Après, côté financier, du coup, tu disais que tu avais rempli tes livrets, etc. Mais tu n'avais pas plus que ça d'appétence au reste. Alors, pareil, gros, énorme coup de bol. Il y a beaucoup c'est que j'ai eu très vite du pif parce que je me suis intéressé à ça, avec notamment la newsletter à l'époque, au début de Marc Fiorentino, Ouais. qui est toujours, qui a écrit un bouquin, qui a popularisé les OPFCM, avant les ETF, c'est des fonds d'action globaux, en disant arrêtez d'essayer de battre le marché, en fait. Vous mettez votre cash dans des fonds de gestion au sens large et puis ils vont travailler pour vous. Donc, j'ai commencé à regarder ça. Je suis assez curieux, donc j'ai bossé là-dessus. Et j'avais ouvert très vite un PEA parce que pour optimiser fiscalement, j'avais mis des parts de PME sur le PEA. Ouais. Bon, c'est très compliqué. Les banques, elles n'aiment pas trop de faire monter. Voilà. Mais du coup, j'avais ouvert à l'époque un PEA. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça en ayant du coup des placements en OPCVM, c'est dur à dire. Voilà. Ouais. Et ça rapportait pas des masses. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des frais, beaucoup. Et là, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à la finance personnelle, c'est-à-dire, OK, comment tu peux optimiser ? J'ai commencé à essayer de faire du stock picking, je veux le terme. Ouais. Stock picking, donc choisir tes actions dans lesquelles tu vas investir. Je me suis viande desséchée, Ouais. c'est une catastrophe. Ouais. Parce que j'ai pas le temps, tu crois que c'est « Ah putain, je vais acheter », mais en fait, tu penses que t'es un génie, mais la France entière a la même idée que toi au même moment. Ouais. Donc en fait, j'ai compris, OK, tu vas pas battre le marché, loin s'en faut, et puis t'as pas le temps pour ça. Et très vite, j'ai découvert les ETF, qui ont 4 ou 5 ans là maintenant, même plus. Et puis après, j'ai suivi aussi la petite révolution de Finari avec Mounir, qui a commencé à bien vulgariser tout ça. Et aujourd'hui, en financier, j'ai principalement quelques positions, mais c'est juste du ETF que je laisse tourner, quoi. Ouais, ok. Stratégie long terme, sécure. Exactement. Et quand on voit la perf du CAC cette année qui est en recul en France, et quand on voit la perf du S&P 500, et moi, ma stratégie d'invest, elle est très simple, je la donne. Hein, c'est que je suis all-in systématiquement. Pourquoi ? Parce que mon âge. Ouais. Je ne suis pas encore à me dire, OK, il faut que je sécurise, donc je suis all-in systématiquement. Donc à risque. Et je suis à fond sur les valeurs tech, donc S&P 500 et Nasdaq. Pour la simple et bonne raison, c'est que je travaille dans cette industrie-là. Je pense que la révolution du web, on n'en est qu'au début. On parle tous, et vous le voyez tous autour de vous, de l'IA. Il va y avoir énormément de création de valeur autour de ça. Et moi, je pense qu'on est au début. Donc je suis all-in en tech. Ouais, mais ça se tient. Franchement, ça se tient. Et quand tu vois effectivement les performances aux États-Unis, bon, en tout cas... ça ne peut que conforter tes idées pour l'instant. On verra. Mais après, on va se prendre un recul, mais c'est pas grave, comme je suis sur le long terme. Et donc en finance, je suis all-in tech, et puis après, j'ai un peu d'IMO. Ok. Après ces 8 ans, là, quand tu pars de chez Exprime, donc, du coup, une grosse page se tourne. Très dur. Personnellement, c'est quoi ? Qu'est-ce qui te passe dans la tête à ce moment-là ? Tu sais déjà quoi faire ? Ouais, oui, non, parce que c'est hyper dur. En vrai, je peux en parler maintenant avec le recul, parce que les mecs on pose pas la question, d'ailleurs, si vous connaissez des gens qui vendent autour de vous, il y a 2 questions qu'on pose jamais aux gens qui vendent, qu'on devrait poser. D'ailleurs, des fois, j'ai envie de prendre la parole là-dessus sur LinkedIn, mais je me tais, parce que c'est combien t'as vendu ? Parce qu'il y a plein de gens qui disent on s'est fait racheter par telle boîte. Ouais, mais en fait, quand on creuse, c'est à la barre du tribunal. Donc en fait, t'as rien vendu du tout. T'as l'histoire. Mais souvent, il y a pas des NDA quand même qui obligent les gens mais à tu peux se le voir. taire. Mais ce qui me dérange, je crois que c'était Patrick Amiel qui avait fait un post il y a 15 jours en disant t'as planté ta boîte, t'as fait du cash out parce que t'avais fait des grosses levées, t'as planté tout le monde, dont tes fournisseurs, et puis tu fais le mariole 2 ans après sur LinkedIn. Il y a un peu de décence. Ça me rappelle Thierry Vignal de Mastéos. Ouais, c'était gratos. Non, mais non. Ouais. Lui, il a fait une espèce de mea culpa, mais il faut bien qu'il rebondisse. Mais alors, je veux pas de jugement. On a le droit à l'erreur et on a le droit de mais
Ok, là aussi, je pense qu'on a été un peu trop loin. Tu t'es viandé, tu as volé des gens. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent parce que quand une boîte tombe, les fournisseurs sont pas payés. C'est chaud. Voilà. Essaye de jouer humble, quoi. Okay, c'est pas grave, et personne n'est mort, mais quand même, tu vas pas faire ton Mario. Donc, moi, quand je suis parti, moi, j'avais pour le coup touché des sous. Mais... Donc combien alors? Ça, je vais poser la question. C'est qu'il faut poser la question. Moi, c'est public. Nous, c'est public, tu peux le savoir. Mais nous, je crois, dans la globalité, je crois qu'on avait vendu, c'était 19 millions. Okay. Alors, chacun a des parts différentes. Sûr, et chacun, en fonction de quel moment. Mais je crois que la globalité, il faudrait que je revoie les chiffres. Parce que, de toute façon, tu regardes que ta ligne à toi. Hein, oui. Donc, je serais même incapable. Voilà. Et non, et ce qui s'est passé, c'est que moi, c'est une boîte, j'avais rejoint à 22, quelque chose comme ça. Et j'avais mis tellement d'énergie, et c'était ma vie, en fait. Et le jour au lendemain, on t'enlève ça. Ça fait de 22 à 28. Non, de 22 à 34. Ouais, de 22 à 28 et de 28 à 34. C'est le même projet, en fait. Ouais. Mêmes équipes, voilà. Mais tu as été salarié sur la fin et pas au début, quoi. Oui, mais dans ta tête, ça n'a rien changé. C'est un statut. Voilà. Et là, on t'enlève ça, voulu et pas voulu, parce qu'il y avait les jeux. Un, moi, je voulais passer à autre chose, et deux, ça arrangeait bien aussi tout le monde que je parte. Parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir partir. Tu vois. Et ça, c'est dur de savoir partir aussi. C'est comme les joueurs de foot ou rugby, pas avant que tu deviennes un... mais c'est très dur en vrai de partir au top. Au bon moment. C'est très dur. Donc je pense que je suis parti un peu tard. Tu étais plus courtisé à partir du moment où tu as switché salarié ou pas? J'ai jamais été courtisé. Ok. C'est étonnant dans ce milieu, tu vois. Oui et non. Ou alors tu communiquais pas comme quoi tu étais peut-être un poste. Tu sais, tu as ce fameux code quand tu veux travailler ou te faire courtiser, tu marques sur LinkedIn working on something new. Ça, c'est le code des VC. Tu t'attires des VC. Non, mais surtout quand tu communiques en mode tu es leader de ta boîte et tu es engagé. Les gens ne viennent pas. Ils voient que tu es engagé. Quoi. Enfin, je veux dire, t'as pas mis ta lettre de motivation en tête de trucs. Tu sais que voilà. Et non, tu pars. Et psychologiquement, c'était pas évident parce que oui, j'avais des projets, mais quand même digérer le départ, ça n'a pas été simple du tout. Parce que c'est ta vie. Tes collabs, certains sont avec toi depuis 10 ans. Et là, tu fais aussi le tri. Ton téléphone, il sonne beaucoup moins. Parce que tu t'aperçois qu'on t'appelait parce que tu avais un certain statut. De jour où tu l'as plus, statut, c'est compliqué. Et psychologiquement, donc c'est la deuxième question qu'il faut poser aux gens qui vendent, c'est est-ce que tu te sens bien en fait? Peu importe le volume d'argent que tu as pris ou pas pris. C'est qu'en vrai, est-ce que tu es OK? Parce que très souvent, si en plus tu as pris de l'argent, tu n'as pas le droit de te plaindre. Non, attends, tu as vendu ta boîte, ça ne peut qu'aller. Non, en fait, ça fait 14 ans que j'étais à bloc. Du jour au lendemain, tu te retrouves chez toi. Ta nana va bosser, tu poses ton fils à la crèche et toi, t'es là, OK les mecs. Et ça, c'est pas, peu importe combien t'as sur ton compte en banque, ça change rien. En fait. Rien du tout. Et nous, quand je suis parti, on était une petite centaine. Moi, j'avais des équipes. Là, tu te retrouves, t'es tout seul chez toi. Et tu dis, mais les copains, vous êtes où là? Et mine de rien, les équipes, ça sert à quelque chose. C'est du plaisir au quotidien. Tout ça, c'est pas du flan. Hein. Tu prends vraiment plaisir à collaborer avec une belle équipe. Et du jour, on te les enlève. Même là, sur Artae, t'enlèves tous tes collabs. Du jour au lendemain, tu te retrouves tout seul à redémarrer un truc. C'est très, très dur. Donc, quand je pars, j'avais une petite idée, mais pas hyper définie. Mon seul regret, si je peux donner un conseil à des gens qui se retrouvent dans cette situation, c'est prendre le temps. Et moi, je suis très impatient, donc j'ai pas pris le temps. Ah ouais. J'ai eu peur du vide, donc très vite je me suis relancé dans d'autres trucs et je me suis dit en fait se donner du temps, c'est aussi laisser la chance à des opportunités de se présenter. C'est vrai. Ou des idées de germer aussi. Exactement. Et la créativité vient dans l'ennui. Comme j'ai très peur de l'ennui. Et tu le disais tout à l'heure d'ailleurs, c'est pas ton truc la créativité. Exactement. Tu préfères le rythme, le truc. Moi je laboure. Un univers. Exactement. C'est vrai. Et là, c'est un peu chaud. Et premier réflexe, tu te dis, je vais refaire ce que je faisais. Tu peux pas trop parce que tu étais avec clause de non-concurrence, mais en même temps, j'avais négocié pour l'aménager, parce que je pouvais faire du conseil, parce que moi, je leur ai expliqué, depuis 22 ans, je fais ça. J'ai beau être aveyronné, je vais pas aller faire du fromage sur le Larzac. Enfin, voilà. Et il m'a dit, OK, donc on a aménagé ma clause, ils ont été agréables là-dessus, ce qui m'a permis de refaire du conseil, on y reviendra. Et puis surtout, j'ai commencé à regarder, j'ai vu la vague du retail média arriver, donc ça devient un peu technique pour ceux qui ne connaissent pas, mais il se passe une vraie évolution dans la pub digitale en ce moment. Et j'ai refait l'IMO aussi, parce que j'avais jamais acheté mes bureaux. Et donc, j'ai acheté des bureaux pour en faire un cowork. Et donc, aujourd'hui, c'est une activité à part entière. Le mec, il est malade, quoi. Il achète des trucs, mais voilà, il y a toujours un sens derrière ça. Et non, ça a été assez brouillon. Et ça a mis au moins 6 à 8 mois avant de se stabiliser. Et là, c'était il y a 3 ans. Donc maintenant, je suis beaucoup plus stabilisé. Et voilà, c'est une autre histoire qui s'écrit.
C'est quoi alors cette histoire qui s'est écrite ? Alors l'histoire, elle est très simple, c'est que y a plein de gens, c'est pareil, on va pas faire un podcast développement personnel, mais qui disent il faut sortir de sa zone de confort. Moi, j'y crois pas du tout à ça. Moi, je capitalise sur mes atouts. Pendant 14 ans, j'ai bossé dans la tech et dans le digital, la com. C'est là où j'ai mon réseau, mon contact, tout. Bah, j'ai revu faire la même chose dans cet univers pour gagner du temps dans mes prochaines boîtes. Et si je voulais faire du transport routier, j'aurais dû tout redémarrer à zéro, j'avais pas le contact, etc. Donc je me suis dit, il faut que tu refasses des business dans cet univers. 2, quand on avait Xprime, être une agence dite digitale à l'époque, c'était innovant. C'était déjà une niche, c'était très verticalisé. Parce qu'à l'époque, peu de gens avaient déjà le terme agence digitale, c'était nouveau, c'était toute cette vague. Aujourd'hui, dire qu'on a une agence digitale, c'est mainstream, quoi. Et donc je dis, OK, quitte à refaire un truc, il faut que ça soit encore plus verticalisé que ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire encore plus spécialisé. Et il faut que ça te fasse kiffer. Et moi, tu vas voir le lien, comme je suis pas créatif, moi, ce qui me plaît, c'est le business, créer des business. Et donc, moi, l'e-commerce, c'est un mix parfait pour moi parce que je trouve que dans l'e-commerce, il y a une sanction immédiate qui est celle du chiffre d'affaires qui te permet de voir si ce que tu as fait délivre ou pas de la valeur pour ton client ou pour toi-même. Et donc, j'ai très vite dit, OK, je vais lancer des business dans le monde de l'e-commerce. Pas en tant qu'e-commerçant, parce que j'ai jamais été côté e-commerçant, toujours dans le côté prestat de service. Donc j'ai rencontré un gars chez WPP qui s'appelle Cédric, qui est une personnalité merveilleuse, qui est devenu mon associé. On a monté une agence dite de digital commerce, dédiée au digital commerce, avec un pitch qui est très simple, qui est de dire, si tu regardes le taux de pénétration aujourd'hui en Asie du e-commerce ou même aux US, par rapport à l'Europe, on est en retard en France, au sens large. En Asie, tout le monde achète tout avec son téléphone. En Asie, carrément. Voilà. Donc ça, c'est le sens de l'histoire. Je l'ai moins constaté aux US, tu vois. Mais aux US, ils font beaucoup de choses, notamment dans les grandes villes. Alors, si tu vas au fin fond de Montana, je pense que c'est pas la même chose que si tu es à New York, quoi, en termes de services, machin. Mais aujourd'hui, tu prends un exemple, tu vas aller au resto, tu réserves en ligne, voire même maintenant, ça t'énerve de devoir décrocher pour appeler le restaurateur, tu vois, alors qu'avant, il fallait appeler. Maintenant, c'est avec ton outil. Donc ça, c'est digitalisé, même s'il n'y a pas de conversion monétaire en ligne, ça reste du e-commerce. Tu payes sur la table avec ton QR code. Tu payes sur la table avec ton QR code. Pour tes gamins à la cantine, tu payes en ligne. Tout est e-commerce, en fait. Et nous, on pense, avec Aurea, c'est le nom de la boîte, que le taux de pénétration du e-commerce ne va cesser d'augmenter. Et donc, nous, on a voulu monter une boîte avec un pitch qui est très simple. C'est, tu as un business. Combien de ton part de business ou de la valeur est générée au travers du digital? Et cette valeur, elle peut être soit de l'argent en chiffre d'affaires, mais aussi de la valeur client. Typiquement, on parle beaucoup plus en ce moment du direct to consumer. C'est, je sais pas moi, tu es un producteur de champagne. Ils ne connaissent pas leurs clients. Ils vendent via des grossistes. Et donc, la valeur client, c'est la data client. Et donc, c'est comment t'aides tes clients au travers la digital à digitaliser soit leur ligne de revenus ou soit leur connaissance client. Et donc, juste sur cette promesse de valeur, on a bâti une boîte qui s'appelle Aurea. Première année, on a fait 2,5 millions. Deuxième année, 3,5 millions. Là, en clôture, on fait 5 millions. 2,5 millions la première année, il faut déjà avoir des contacts sérieux quand même de clients potentiels. D'où l'idée de ne pas sortir de sa zone de confort. Ouais, carrément. Donc ça rejoint même parfaitement. Voilà, tu gagnes du temps. La réalité, c'est que remonter une boîte, ça prend beaucoup d'énergie. Parce qu'il y a très peu de boîtes qui font 2,5 millions la première année. Oui. Franchement. Je sais pas, je ne vais pas présenter. Si. Ouais, bon. Et au bout de 3 ans, là, on a dépassé 5 millions. On vient de faire une acquisition qu'on a annoncée, sur laquelle je bossais depuis quelques temps. Et l'idée, c'est à la fois avoir un développement organique et, pour le coup, ayant été formé par WPP, de moi-même maintenant faire des acquisitions pour consolider et d'avoir sur la verticale service une boîte / un groupe spécialisé dans le digital commerce. Ok. Cette boîte, elle est basée à Lyon, ça ? Elle est basée à Paris. À Paris ? À Paris, ok. Et mon associé à Lyon, moi, tous. Ah, ok. Et on a des équipes sur les 3... Sur les 3 villes, ok. Et oui, l'acquisition, d'ailleurs, on peut s'arrêter 5 minutes là-dessus. C'est intéressant parce qu'il y a un lien avec le podcast aussi, tu vois, dans cette acquisition-là. Donc, j'avais trouvé ça intéressant. Et les finances personnelles aussi, au final. Oui. Donc, vous avez fait l'acquisition de Cosa Vostra. Oui, on a fait une partie, ouais. En gros, très simple. Donc, Mathieu Stéphanie, producteur bien connu de podcast en France avec la génération du Yourself et la Martingale. Voilà. Souhaitait, lui, pour le coup, se concentrer à sa zone de génie qui est la production de contenu. Et il souhaitait se désengager de son agence historique, une très belle boîte qu'il a créée, je crois, il y a 14 ans, avec différents associés. Et moi, je parlais beaucoup avec Laurent, qui est aussi podcasteur avec le podcast Le Panier. Le Panier, qui parle d'e-commerce. Et tout ça, c'est lié. Et moi, ça m'intéressait aussi d'avoir un média et de faire des choses avec. Donc, on fera des choses dans l'année 2025 avec ça. Et Laurent, il voulait racheter les parts de Mathieu, mais comment faire ? Il fallait lever du cash. Bref, la situation de la boîte ne permettait pas non plus de faire n'importe quoi. Et du coup, j'ai dit, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas un projet industriel à monter ensemble ?
Donc moi, je lui ai expliqué la vision qu'on avait avec Cédric de Auréa, donc ce que je viens d'expliquer, Digital Commerce. Et Cosa Vostra, c'est une agence plus digitale, moins verticale, mais quand même très ancrée dans le monde du e-commerce, avec des marques qu'ils accompagnent. Ils sont, comme nous, certifiés Shopify, etc. Et donc ça faisait pas mal de sens. Et donc, eux, ils ont plus l'aspect création de contenu, ils sont plus créatifs que nous. Nous, on est beaucoup plus conseil, consulting qu'eux. Mais nous, certains clients nous demandaient finalement du contenu, un peu plus de com, etc. Et donc, effectivement, on a aidé au rachat de Mathieu. On a pris une part minoritaire, puis c'est toujours Laurent et ses associés qui sont majoritaires en cumul. Mais nous, c'est une vraie part intéressante, avec un vrai projet industriel. Et on a un projet à 3 ans où, en fonction de ce qu'eux veulent faire et ce que nous, on peut faire aussi, à 3 ans, on est une seule et même boîte. Ok, cool. Bon, félicitations pour ça, déjà. C'était sacré. Du coup, la croissance externe, ça permet quand même de passer de suite un cap important. Eux, ils font 7 millions. Donc, tu vois, on peut additionner maintenant. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, on est quasi 100 collaborateurs et 12 millions de chiffres. Ouais, c'est beau. Ça commence. Ça commence à être ça. C'est beau. Et alors, attends, je veux m'arrêter sur Shopify, parce que bon, moi, j'étais un peu dans l'e-commerce à mes heures perdues. Mais plutôt du côté e-commerçant, pour le coup. Enfin, soit, on va dire, chez l'e-commerçant ou en étant e-commerçant. Shopify, aujourd'hui, c'est incontournable. Magento, c'est fini. Depuis qu'ils sont fait racheter par Adobe. D'ailleurs, ça s'appelle plus Magento, c'est Adobe Commerce. Et si t'es pas Unilever et que tu veux pas déployer un truc sur le monde entier et laisser un ticket de 50 millions de dollars. Donc Magento, c'est quand même resté quand même très haut de gamme, on va dire. Gros ticket. Après, il y a Shopify qui répond à tout le monde. Et malheureusement, il y a qui revient, je sais pas, un PrestaShop. PrestaShop qui est français. C'est pour ça que je dis malheureusement. Ça l'est toujours. Oui, ça l'est toujours. Mais aujourd'hui, Shopify, c'est incroyable. Incroyable, c'est une boîte incroyable. Mais Shopify, la différence de PrestaShop, c'est du SaaS. C'est ça, tu payes un abonnement. Tu payes un abonnement et après tu payes aussi pour des services supplémentaires, mais l'abonnement gratos de base permet de faire pas mal de choses. Et puis c'est une machine le truc. Des intégrations dans tous les sens. Et moi j'avais coutume de dire, tu peux le vérifier, à l'époque quand on devait tout faire à la main avec soit des CMS, c'était du Drupal ou autre, t'avais que des emmerdes en tech. Et moi je disais à mes équipes, on ne gagne pas un client sur la tech, c'est-à-dire mais on perd un client sur la tech. C'est-à-dire que tu n'as aucun client qui te dit oui, je vous achète un truc, j'espère que ça va marcher. Il part du postulat qu'il y aura zéro problème. Donc, tu vas te défendre sur l'UX, sur la créa, sur ta strat, etc. Mais la tech, limite, c'était les 3 slides que personne ne regardait, ce qui avait don de frustrer pas mal de gars. Et derrière, si ça, pour X ou Y raison, parce que c'était pas si simple que ça, les API, elles ne marchaient pas, j'en sais rien, tu pouvais perdre le client qui disait « mais vous êtes une agence complètement nulle, mon site, il ne marche pas ». Shopify a gommé ça. T'as pas d'emmerde tech. Ou très peu. Enfin, rien à voir avec ce qu'on a connu à l'époque quand tu devais faire des intégrations sur mesure et que c'est... Voilà. Et donc, c'est incroyable. Ça t'amène un confort de boulot qui permet aux équipes de se concentrer sur l'acquis, sur la strat, sur l'expérience client, voilà, et c'est super. Et tu peux faire du full custom malgré tout. Oui, mais je t'y encourage pas. Parce que tu perds la robustesse du produit. T'as aucun intérêt à prendre du Shopify pour faire du full custom. Autant partir full custom. T'as une autre boîte. Tu as monté aussi en même temps, en parallèle en premier même. En premier qui est Get Inside. Qui reste hyper cohérent avec tout cet univers. Exactement. C'est pour ça que je déploie une vraie vision sur le digital commerce. Je suis all-in. Autant que j'étais en Nasdaq, je suis all-in pareil dans les boîtes. Donc, c'est très simple. Get Inside, c'est côté e-commerçant pour le coup. Donc, Auréa, c'est côté prestat de service pour les ETI, grandes marques. Et côté e-commerçant, on a monté une tech qui permet à n'importe quel e-commerçant de monétiser l'accès à son audience. Donc, je donne un exemple. Tu es la marque qui sont nos clients Orchestra, qui vend des vêtements pour enfants. Tu t'es équipé de notre tech et tu vas pouvoir vendre en autonomie à des annonceurs, par exemple Jouet Club pendant les fêtes, l'accès à ton audience pour que Jouet Club fasse de la pub chez Orchestra ou auprès de l'audience d'Orchestra. Ce qu'on appelle le retail media, qui est en gros la 3e vague de la pub en ligne, puisque la première vague, ça a été tout ce qui est Google avec les Google Ads qui ont été lancés en 2002. Donc tout le monde spend pour acheter des mots-clés, mais ça coûte de plus en plus cher, avec des résultats de plus en plus mauvais. La 2e vague, ça a été le social ads. Tout le monde a acheté des ads à nos amis de Facebook. Pareil, là, les reach organismes ne cessent de chuter, les perfs, c'est cata. Et donc aujourd'hui, les annonceurs cherchent à aller toucher des audiences toujours aussi ciblées, mais ailleurs que dans ces réseaux. Et aujourd'hui, l'e-commerce, comme l'e-commerce grossit, en France, c'est 39 millions de visiteurs uniques, l'e-commerce français, plus de 200 000 sites. Aggloméré, c'est le premier média de France. Et donc, nous, on a une tech avec une vision qui est de dire on équipe les e-commerçants. Aujourd'hui, on en équipe un peu plus de 180 qui utilisent notre technologie pour vendre l'accès à leur audience. Et l'accès à leur audience, c'est soit tu vas mettre de la pub dans les colis. Donc, si tu commandes en ligne, tu reçois des pubs HelloFresh dans les colis, c'est sans doute opéré par ma tech. Des emails.
que tu peux envoyer sur les bases, mais sans louer la base. C'est l'e-commerçant qui shoot en ton nom. Si tes clients, par exemple, The Braderie, je sais que pendant les fêtes, ils ont fait un email marque ami Fortunéo. Voilà. Tout ça se faisait déjà quand même beaucoup à l'époque, mais il n'y avait pas forcément de place, une sorte de place de marché pour que tout le monde se retrouve au même endroit. Oui, et puis surtout, la thématique du retail media n'était pas là. Ouais. Et là, aujourd'hui, on a nos clients, c'est du Nespresso, c'est du Française des Jeux qui spendent pour acheter de l'audience affinitaire d'e-commerçants tiers chez qui ils ne sont pas distribués. Ouais, ok. Et donc, nous, on pressent qu'il va se passer quelque chose. Donc, on a levé un peu d'argent, 900 000 euros il y a 2 ans. On a monté une équipe. Donc là, ça se passe bien. Et on va essayer l'année prochaine là, de relever de l'argent pour continuer à passer la seconde sur cette boîte. Ok. Tu veux nous en parler du monde de la levée de fonds ? Ça peut être intéressant de s'arrêter 5 minutes. Alors, c'est un monde sur lequel je ne suis pas du tout à l'aise. Ouais. En fait, je ne sais pas qui va écouter ce podcast, mais c'est la levée de fonds. Et je le comprends, le rationnel des VC, c'est qu'ils mettent des tickets sur des boîtes qui peuvent valoir 1 milliard. Parce que statistiquement, ils vont en perdre 9 sur 10. Ouais. Donc, ils veulent que la boîte qui performe couvre toutes les pertes et ramène du rendement. Ouais. C'est ça un peu la stratégie des VC. Sauf ils veulent des cours multiples. Exactement. Sauf que moi, je ne sais pas vendre du rêve. Donc, tu es à Véronée. Faire des BP où tu vas sur la Lune dans 3 ans, je m'appelle pas Oussama Hamar, on peut en parler. J'avais mis du fric dans The Family. Non, mais j'ai beaucoup de mal, alors que l'exercice de la levée de fonds, c'est un exercice finalement sur le BP d'hallucination collective où le mec en face de toi, il sait que tes chiffres sont incroyables, mais il a envie d'y croire parce que si tu lui présentes pas un truc qui va dans les étoiles, ça rentre pas dans sa stratégie d'investissement parce qu'il veut que des boîtes qui vont dans les étoiles. Et donc ça, c'est un biais, c'est qu'il faut avoir une boîte hyper tech qui montre une scalabilité, une boîte qui a une profondeur de marché de malade. Et ça, j'ai eu du mal à comprendre ça. Maintenant, je commence à comprendre. Nous, on a de la chance. C'est le retail média, c'est un marché qui est énorme. Le e-commerce français et européen, c'est un marché qui est énorme. Donc nous, on peut correspondre à ça. Mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce game où moi, en tant que... mais ça, c'est encore une fois, il faut lire le bouquin, c'est des ressorts psychologiques. J'ai tendance à pas surpromettre des choses, mais plutôt à surdélivrer parce que je veux pas décevoir et parce que moi, j'aime pas être pris à la main dans le pot de confiture, quoi. Et donc ça, j'ai appris ça pendant la première levée. Là, ça va un peu mieux pour la deuxième. Donc là, je sais bien et puis j'ai identifié des bons partenaires. Mais c'est un sacré... moi, je suis espanté, comme on dit chez nous. Quand je vois des mecs qui arrivent à lever 50, 60 patates, 80, bon, c'est un peu fini là. Sur des trucs. Sur un PowerPoint avec pas grand chose de réalisé déjà, quoi. Ah ouais, même si c'est des repeat fondeurs. J'ai envie de dire, déjà, la levée de fonds en soi, c'est une perf. J'invite à tous les mecs qui jugent ceux qui ont levé 60 patates, allez lever 60. Parce qu'il n'y a personne qui donne 60 patates comme ça. C'est qu'il y a eu un taf de malade fait par les mecs pour aller chercher ces 60 patates. Ouais. Après, il faut bien les gérer. J'en connais un qui a levé 60 patates. Et qui les a très mal gérés. Il faut les déployer. Mais ça aussi, c'est dur. Tu lèves pas 60 patates, mais 15 millions, 20 millions. Tu as 2 ans pour les déployer. Ça fait beaucoup d'argent par mois à déployer. Hein. Et pareil, les rimes de recrutement, va recruter 20 personnes par mois. C'est un truc de malade. C'est clair. C'est un truc de malade. C'est vrai. Bravo aux mecs qui font ça. Mais c'est un métier. C'est un métier. Et c'est un côté quand même très finance, pour le coup, comme par exemple, moi, j'ai pas, tu vois, qui suis plus un mec de terrain. Et du coup, c'est vrai que c'est un côté plus finance, plus, je trouve, plus aseptisé, tu vois, moins concret. Bon, bref, moi aussi, ça me fait moins kiffer. J'aimerais bien qu'on termine sur ton équilibre pro-perso en tant qu'entrepreneur. Il n'y en a pas trop. Comment tu arrives à faire la part des choses ? Est-ce que tu es entrepreneur du lundi au dimanche soir, le jour comme la nuit, ou est-ce que tu arrives quand même à avoir des moments pour toi ou pour ta famille ? Justement, c'est un truc que j'ai commencé à bosser quand je suis parti de ma première boîte, parce que j'ai vu que j'étais pas trop équilibré. En fait, c'était pas normal de me retrouver si mal psychologiquement, alors qu'au final, sur le papier, franchement, ma vie, ça allait, quoi. Et je me suis dit, mec, là, il y a un sujet. Et d'ailleurs, on n'en parle pas assez. C'est le mec d'Alan Samuel qui parle de la santé psychologique, etc. Et parce que dans l'imaginaire collectif, un entrepreneur, homme ou femme, ça doit être un bulldozer. En fait, non, tu dois pas être un bulldozer. Avant que je bossais H24 tous les week-ends, maintenant, c'est plus du tout le cas. Je bosse différemment et surtout, juste pour cet équilibre, maintenant, je me suis fait accompagner. Donc, j'ai pris un coach pro. J'ai été voir un psy, qui était une nouveauté pour déjà de le dire, tu vois, tu vas voir un psy. Pourquoi ? Pas parce que tu te sens mal, tu vas te suicider. Non, c'est déjà, ça t'aide à remettre, à discuter, à orienter. Et tu te fais accompagner par des personnes dont c'est le métier. Et là, ça recadre 2-3 trucs. Parce que quand tu entreprends dès la 22e année, tu penses que la normalité, c'est bosser comme un ouf, quoi. Ouais. Alors, je dis pas que je bosse pas comme un ouf par rapport à la majorité des gens, mais il
il y a quand même un sujet, c'est que tu te fais vite, comme en plus tu travailles par passion, absorbé par le truc. Moi, j'ai un biais, tous mes potes, c'est des entrepreneurs. Oui. Et c'est un problème, quoi. C'est-à-dire que même moi, en famille, tu me parles de ouais, venez, on va se balader, on va voir les champs. Ouais. T'as pas un projet tu vois. Bon. Et ça, non mais, et ça en devient chiant pour les gens que tu côtoies parce qu'on dit putain, le mec, il est intéressé que par le business. Oui et non, c'est parce que je connais que ça et je me suis pas ouvert à autre chose. Ouais. Et donc, le rapport vie privée et vie pro, il était totalement déséquilibré. Maintenant, ça va beaucoup mieux parce que j'ai pris conscience du truc et j'ai bossé dessus. Et là, j'arrive à ma phase de ma vie, je vais pas faire le cliché, je m'attaque maintenant à 2 trucs, c'est la santé. Comment être en meilleure santé, mieux manger, blablabla. Alors, je suis pas dans le truc à délire, vie éternelle et compagnie, mais il y a quand même un sujet de... T'as pas de côté Musk, quoi. Non. Mais il y a quand même un sujet comment bien vieillir et comment bien te sentir, tu vois. Et il y a 2-3 trucs, tu vois, en marchant au bureau, je me bouge le cul, je vais faire du sport, voilà. Et pareil, je suis à fond, je rentre un peu dans la philosophie, là, tu vois. Là, à Noël, je me suis acheté le Prince de Machiavel, c'est pas simple à lire, mais c'est intéressant. Et c'est des sujets qui permettent d'équilibrer et je me force à aller chercher d'autres sujets plutôt que du pro. Ok, intéressant. Ouais. Intéressant. Je sais pas si ça répond à ta question. Non, mais ça répond et franchement, ça fait tristement écho à ce que je ressens aussi. Mais voilà, notamment, c'est vrai, les repas de famille ou même des gens qui n'ont pas les mêmes contraintes que toi, tu vois. Ces contraintes psychologiques, hein, j'entends, de pression, les idées aussi qui viennent dans la nuit, comme tu disais, tu vois, où des fois, tu te poses, tu essaies de trouver des idées, ça vient pas, puis tu te balades tout seul, tu as besoin d'être tout seul aussi, tu vois, pour trouver des idées, pour que ça germe. Et c'est pas que t'aimes pas les gens, c'est que t'as aussi besoin de cette solitude parce qu'il y a que toi aussi qui peut tu vois, je trouve l'apprivoiser, quoi. Voilà. Ouais, mais fais attention parce qu'on se fait tout seul après. Ouais. Non. Après, on a le même âge, voilà, on vit, je pense, les mêmes choses. Après, dans des, on va dire des environnements différents, voilà, des contextes différents, etc. Mais bon, ça fait plaisir aussi de savoir qu'on n'est pas seul. Non, mais oui. Mais c'est un boulot, hein, c'est dur parce que très vite. Moi, je me force à pas fréquenter que des entrepreneurs. Ça peut paraître bizarre de dire ça là, mais non, en fait, et à m'intéresser à d'autres sujets. C'est assez dur, hein. Ouais. Mais il faut. Merci en tout cas d'avoir partagé tout ça. Est-ce que tu veux traiter d'un sujet duquel on n'aurait pas traité et que tu aurais aimé parler et dont tu aurais aimé parler ? Non, mais je sais pas, j'espère que j'étais intéressant. Je sais pas si c'était utile à certains, mais en tout cas, c'était sincère. C'est intéressant de connaître ton parcours. C'est intéressant, déjà que je connaissais pas forcément aussi si bien que ça. Et puis, de parler d'autres choses aussi que d'immobilier et que d'investissement sur ce podcast. Donc, c'est intéressant. C'est quoi ton objectif là, on va dire à 5 ans aujourd'hui ? Justement pour trouver cet équilibre perso-pro. Je te fais une réponse un peu Non, mais l'objectif, c'est d'être heureux. Ouais. C'est ça l'objectif du jeu, en fait. Okay. Et c'est la phrase, c'est dans un morceau d'Oli, c'est le but, c'est d'être heureux et riche. Non, riche et heureux. Riche et heureux, voilà. Okay. C'est un peu ça, le but. Je sais pas. Et tu mets ce que tu veux derrière la notion de richesse. Ça aussi, tu évolues dans le temps là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches quoi aujourd'hui, justement ? Non, aujourd'hui, réellement, ce que je cherche, c'est que j'aimerais, de manière très pragmatique, stabiliser un peu tout ce que j'ai pu lancer et arrêter de lancer des nouveaux trucs pour trouver plus de sérénité dans le quotidien. Parce qu'en fait, mine de rien, 40 piges l'année prochaine, ça passe tout ça. Ouais. Et passer toute ta vie à courir, c'est au sens strict, tu cours. Mais j'ai un sujet, c'est gagner en sérénité. Et surtout, ce que je disais tout à l'heure, hein, aujourd'hui, ma principale fierté en pro, c'est que j'ai des équipes qui sont fidèles, qui bossent bien, c'est de les faire grandir. Tu sais, avant, l'image, c'est que, bon, j'aime bien le foot ou le rugby, mais je voulais être le Mbappé, le mec qui faisait le mariole, qui marquait le but et tout le monde a acclamé. Aujourd'hui, je veux être le Carlo Ancelotti, c'est-à-dire je vais être au bord du terrain, faire grandir des joueurs qui sont des collabs et... Enfin, pareil, là, quand on annonce des levées ou des acquises, je dis, moi, je veux pas apparaître, pas parce que je veux pas ou je suis pas fier, mais parce que je prends plus de fierté à faire. C'est un peu une tarte à la crème ce que je suis en train de dire, mais c'est le vrai. Chef d'orchestre que le musicien. Ouais, et de faire grandir les gens. Et là, tu vois, dans ce qu'on est en train de faire avec Auréa, je pense qu'il y a un vrai sujet de comment bâtir une sorte de groupe où on incentive des gens, des entrepreneurs à être avec nous, à collaborer pour qu'il y ait un vrai partage de valeur entre tous. Pour plein de raisons. De manière très simple, plus tu as de gens qui sont impliqués, plus tu dilues ton risque. Et parce qu'il y a plein de gens qui bossent et qui sont motivés, tandis que quand tu es le Mbappé, on le voit aujourd'hui, le mec qui marque pas, il prend toute la sauce sur sa tête. Voilà. Tandis que quand tu travailles en équipe, tu as un joueur qui est malade, et l'équipe, elle est encore là. Tout à fait. Et moi, je veux, en termes de structure et pro,
bâtir une belle équipe, pour moi, gagner en sérénité et en plaisir. Et le but à la fin, évidemment, c'est être heureux, quoi. J'ai pas envie, tu vois, je suis pas en train de dire je vais être milliardaire, c'est pas du tout mon but, quoi. Bon, merci pour ce mot de la fin. Et on va mettre ton profil LinkedIn dans la description de l'épisode, comme ça si les gens veulent te suivre et suivre tes aventures, même si tu hésites à poster des trucs sur LinkedIn, tu le disais tout à l'heure, mais il faut pas hésiter à poster sur LinkedIn, il faut être authentique, il faut être qui tu es, Maxime. Ça devient, tu l'écris, tu le publies et tu corriges les fautes après. Ouais, tu corriges les fautes après. Et voilà. Mais merci en tout cas pour cette transparence. Et puis je te souhaite une belle fin d'année, une belle année surtout 2025, hein, puisque la fin d'année c'est quasiment acté. C'est gentil. Mais une belle année 2025. Et puis on se revoit très vite pour de nouvelles aventures. Parfait. Et merci à tous d'être là aussi, évidemment. Ah oui, parce qu'ils sont des millions. C'est ça, des millions. Merci, ciao, ciao. Ciao.